Bonjour à tous et à tous, merci d'être au rendez-vous, pour, cette nouvelle émission de «Ça nous intéresse» et aujourd'hui, nous allons, parler, de notre vie à l'ère du big data. Aujourd'hui, quand on ouvre, notre portable, nous sommes tout de suite recommandés, lors, de nos achats en ligne, ou bien quand on regarde, une vidéo et aujourd'hui, nous allons justement, discuter de ce phénomène de, entre guillemets, «vie recommandée». Aujourd'hui, j'ai le plaisir, d'avoir, par visioconférence, Qi Yu, directeur du bureau France de Zhongguancun Innové, et Olga Domanova, ingénieure en intelligence artificielle chez Schlumberger, et Olivier Mando, chef de la délégation de la jeunesse africaine en Chine, un doctorant à l'université de Beijing, et Peng Hui, professeur de français à l'université des relations internationales, et Jonah et Nicolas Iruizan, vous êtes tous les deux journalistes. Bienvenue dans notre émission. Alors, avant de commencer notre discussion, je vais inviter, comme d'habitude, ma collègue Sonia pour vous faire partager les avis des internautes sur cette problématique. Est-ce que vous avez déjà eu cette impression que plus vous restez sur les réseaux sociaux, plus le contenu que vous regardez est homogène? On regarde une vidéo et puis on ne peut pas s'empêcher de regarder la suivante, et ainsi de suite. Nous avons tous vécu ça. À l'ère du Big Data, quel regard doit-on porter sur cette vie recommandée? Les internautes ont des avis bien partagés. Le premier internaute explique: je me rends compte d'année en année de l'horreur du Big Data, mais je suis impuissant. Tous les jours, je me bats pour lâcher mon téléphone, mais quand je parviens à la laisser de compter, je ne sais pas quoi faire. Les gens aujourd'hui n'ont vraiment plus de liberté. Ils sont devenus des esclaves. Et un autre dit: parler à des gens de l'autre côté est difficile. La plupart du temps, ils ne cherchent même pas à argumenter et se contentent de répondre c'est évident ou va le googler. Et un autre écrit: qui aide à blâmer ceux qui l'ont créé? Il ne donne pas la possibilité aux gens de ne pas participer. À la place, on doit bloquer des scripts et utiliser des moteurs de recherche spécifiques. C'est très difficile à éviter. Mais il y a des internautes qui pensent que les algorithmes de recommandation ne sont pas si mal. L'un d'entre eux dit: les humains adorent confirmer ce en quoi ils croient déjà. Internet les aide en ce sens. Et un autre écrit: les algorithmes ne nous empêchent pas du tout de passer du temps à apprendre à nous connaître véritablement. Les gens dont l'attention est prisonnière des algorithmes avaient déjà abandonné une partie de leur liberté de penser avant. Mais alors, comment doit-on réagir face à l'influence des algorithmes? Un internaute nous donne une piste. Il dit: il y a quelque chose que j'aime faire quand je vois un article qui me semble être personnalisé. Je google l'argument inverse et je regarde ce que dit chacun. C'est plus de travail, mais vous serez surpris de ce que vous découvriez. Et un autre dit: je n'utilise plus les réseaux sociaux depuis presque un an et du coup, je crois que mes connaissances en matière d'actualité n'ont fait que s'accroître. Maintenant, je regarde un peu YouTube et je dédie le reste de mon temps à mon doctorat. Enfin, un internaute écrit: comment les jeunes peuvent éviter ça? En se posant des questions et en cherchant des réponses sans cesse. Alors, qu'est-ce que vous pensez des commentaires des internautes? Alors, je vais commencer par Olivier parce que vous êtes aussi doctorant. Donc, quel est votre avis sur les points de vue des internautes? Eh bien, trois internautes ont attiré mon attention, en fait, celui qui disait qu'il ne pouvait plus lâcher le téléphone, il se sentait esclave. Ah, mais euh, ce n'est pas surprenant parce que, étant entendu qu'on voit que le téléphone, c'est déjà un outil nécessaire, voire incontournable, pas qu'en termes de réseaux sociaux, hein. Je comprends exactement ce que l'internaute voulait dire par là. Et aussi, l'autre qui faisait mention de ce que l'Internet aide des gens dans le sens de confirmer ce qu'ils croient. Je suis aussi tout à fait d'accord dans une certaine mesure parce que, c'est-à-dire quand on a une information, on a besoin de vérifier. Et comment est-ce qu'on vérifie cette information? On vérifie cette information en regardant une suite de cas qui s'alignent. Donc, totalement d'accord. Mais aussi, enfin, l'internaute qui parlait de faire des recherches dans le sens inverse.
de trouver l'opinion inverse, c'est aussi très intéressant pour avoir une opinion équilibrée. Donc, pour moi, je suis d'accord plus ou moins avec des internautes ça et là. Et Thierry, quel est votre avis sur ces points de vue d'internautes? Bah, tout d'abord, je suis pas du tout quelqu'un qui est contre la technologie ou big data, algorithme. Au contraire, je suis très pour parce qu'il y a des bonnes pratiques qu'on peut trouver pour faire des achats en ligne, comme pour une partie de recherche qui aide beaucoup big data. Mais après, vraiment, les mauvaises pratiques ou des soucis, ça peut être saignant les clients habituels. Ça peut être les vidéos. Enfin, j'ai des exemples qui arrivent tout le temps. Enfin, dans la nuit, tu te réveilles 3 heures, tu veux pas t'endormir directement, tu regardes un peu les applications des vidéos. Et enfin, ça, c'était un peu dérangeant. J'ai vu ça plusieurs fois. Après, comme j'ai dit, enfin, il y a une partie qui a les parties des commentaires des users en ligne qui parlent. C'est à qui blâmer. Enfin, je crois que ça, c'est une bonne phrase très intéressante. Pour moi, c'est pas à qui à blâmer. C'est plutôt comment on peut améliorer ça, qu'on peut résoudre ça. Pour moi, il y a deux côtés, à part les entreprises. Les entreprises, parfois, les applications, ils font aux logiques de business, d'argent, je comprends. Et du coup, il y a deux côtés. Un côté, c'est les users, c'est nous qui, quand on regarde, on peut choisir des applications. Et de deux, c'est la société et l'État. Forcément, il y a la loi à passer, comme le PIPL en Chine, comme RGDP en Europe. Je trouve les solutions, c'est plus ou moins dans ces deux sens. En fait, je vais revenir sur Olga parce que tu as mentionné un point intéressant qui est à blâmer ceux qui l'ont créé. Voilà, Olga, vous travaillez justement sur les algorithmes vous-même. Donc, quel est votre avis là-dessus? Alors, moi, je suis un peu de l'autre côté de barricade et comme je travaille dans l'intelligence artificielle, je vois très bien les côtés positifs de Big Data, les possibilités qui nous sont ouvertes justement parce que nous avons accès à tous ces datas. C'est vraiment aussi énorme, c'est extraordinaire et c'est merveilleux si on les utilise bien. Si on parle de la recherche pharmaceutique, par exemple, médicale, même des développements ingénieurs, c'est quelque chose d'incroyable et de moderne qui serait pas possible si on n'avait pas ça. Après, en tant que personne, comme utilisateur, je souffre un peu de big data aussi parce que en naviguant sur les sites web, après, je découvre des articles conseillés sans avoir vraiment dévoilé mes préférences. Donc, bien sûr que les datas sont collectées et sont utilisées pour les buts du business, ça c'est clair. Moi, ce qui m'a marqué dans les commentaires d'internautes, c'était qu'il y avait quelqu'un qui a dit qu'il n'est pas capable de lâcher son téléphone portable. Je trouve que c'est vraiment compliqué. C'est un gros problème dans la société moderne. Et il faut, en tant que parent, il faut investir plus dans l'éducation des enfants pour qu'ils sachent que la vie réelle, elle est en dehors des écrans. Penghui, quel est votre avis Oui. là-dessus? Alors, je suis d'accord avec les commentaires du premier internaute. On ne peut pas dire que nous vivons dans le monde des algorithmes en analysant des réactions personnelles ainsi que les réactions similaires de notre réseau. Les algorithmes sont capables de déterminer les posts les plus aptes à nous faire réagir. Alors, donc, du plus long terme, à nous faire rester sur la plateforme. Donc, avec les informations collectées sur nos goûts, intérêts et préférences, les recommandations suscitent le plus de clics, de réactions et de partages. Donc, des informations pertinentes captent toujours notre attention. Donc, il est si difficile d'arrêter. Dans une certaine mesure, nous sommes manipulés par les algorithmes, parfois sans le savoir. Et Jonah, vous avez aussi l'impression que vous êtes parfois manipulé. Ouais, ça m'arrive souvent que je ne peux pas me dégager de ma téléphone. Chaque fois quand j'ai un peu de temps libre, par exemple 10 minutes avant d'aller au travail ou un rendez-vous, j'ouvre mon application de Douyin, mais au bout de 10 minutes ou quelquefois 20 minutes, 30 minutes après, je suis toujours sur le téléphone et je continue à slider. Je peux pas m'arrêter car je crois que l'application, c'est exactement ce que j'aime voir pour le moment précis. Et il me recommande toujours des vidéos plus intéressantes et je me trouve obligée de les finir alors que ça finira jamais. Donc, c'est vraiment une perte de temps pour moi et je m'y résiste pas, mais je le regrette car parfois je suis en retard à cause de ça.
C'est vraiment dommage. Mais je pense que le plus dangereux, d'ouvrir son portable au milieu de la nuit quand vous vous réveillez comme ça. Là, c'est le matin, quoi, quand vous finissez Et à une regarder vidéo tout ce que vous voulez. flippante en plus, avec la musique flippante, merci. En fait, récemment, j'ai vu un reportage qui est très intéressant, qui parle de ça. Il dit que la plupart des gens pensent qu'il ne faut pas regarder des vidéos dans la nuit avant de dormir. Ouais, mais selon une étude récente, ça peut aider en fait, car une grande partie de ces gens qui ont besoin de regarder la téléphone avant de dormir sont ceux qui ont besoin de réconfort psychologiquement. Donc, les algorithmes de recommandation leur aident à trouver des contenus qu'ils recherchent sur les réseaux sociaux et cela peut avoir des effets bénéfiques mentalement pour eux. Et l'étude montre qu'au bout de 3 mois, ces gens-là qui regardent la téléphone avant de dormir, pas dans la nuit, sont devenus plus heureux et plus en forme que ceux qui sont persuadés de ne pas regarder la téléphone dans la nuit. Ouais. Ah, Nicolas. Non, mais je suis un peu d'accord avec tout ce qui a été dit. Pour rebondir un peu sur ce qu'a dit Jonan, moi, ça m'étonne un peu qu'il y ait des enquêtes qui disent que c'est plutôt bénéfique de voir des écrans juste avant de dormir. J'ai plutôt lu Moi aussi. l'inverse, c'est-à-dire que la lumière des écrans est très forte et très artificielle, et au contraire, ça provoque des problèmes pour s'endormir. Sinon, voilà, je dirais que il y a des côtés bénéfiques et évidemment des côtés négatifs à cette utilisation des téléphones portables, des big data. On l'a dit, les big data peuvent aider aussi dans la vie de tous les jours pour améliorer avec toutes ces données accumulées. On peut trouver des solutions à des problèmes au niveau de la santé pour arranger, par exemple, dans les hôpitaux, pour que ça soit plus efficace dans beaucoup de domaines différents. Mais également, il y a toujours un côté négatif à toutes les technologies, hein. Les big data, on dit que c'est un peu l'aboutissement de la révolution numérique, informatique, et qu'on arrive avec toutes ces données qui sont maintenant mises, analysées et qui contrôlent un petit peu, et qui comprennent un petit peu la psychologie des gens. Donc c'est aussi, en fait, un outil qui est utilisé par le marketing. Donc le marketing, ils ont déjà utilisé pour la publicité ciblée, mais là c'est vrai qu'on a atteint un niveau extrêmement élevé, extrêmement pertinent au niveau de la compréhension, de la connaissance de tous nos éléments personnels. Et ça, c'est vrai que ça peut être très dangereux, ça peut être de la manipulation. D'ailleurs, le marketing, c'est de la manipulation psychologique, c'est de la manipulation mentale. On sait, hein, toutes les techniques de manipulation sont utilisées dans les techniques marketing. En fait, il y a un commentaire que vous n'avez pas pris, enfin, aucune personne n'a pris, mais j'aimerais bien l'évoquer. Il y a un internaute qui dit que parler à des gens de l'autre côté est difficile. C'est-à-dire que est-ce que vous avez ce genre d'impression qu'aujourd'hui, à force d'être recommandé, en fait, notre vie et notre façon de penser est un peu construite par les algorithmes et que chacun a sa construction à soi et du coup, la communication devient un peu difficile. Olivia, quel est votre avis là-dessus? Ah, bien entendu, je pense que des éléments de réponse à votre question apparaissent dans celle des intervenants précédents, parce que je pense que ce n'est pas une coïncidence, parce que nous savons que les réseaux sociaux utilisent une quantité incalculable de signaux de classement clés pour qu'une publication ou alors pour qu'une affiche soit dans votre fil d'actualité. Et alors, c'est pour ça que vous avez, par exemple, des recommandations qui sont façonnées en fonction de, par exemple, provenant des personnes ou des entreprises ou des personnalités publiques que vous suivez. Et puis, plus vous aimez ou alors plus vous commentez, plus vous interagissez avec cette personnalité ou alors avec certains commentaires. Et plus vous aurez des recommandations qui y sont similaires. Et alors, cette publication apparaissent aussi en fonction du type de contenu. C'est vrai, et c'est vrai que je suis aussi un peu d'accord avec cet internaute. C'est plus difficile parce que si j'ai apprécié, par exemple, si je suis je sais pas, une personnalité, on va me recommander d'autres personnalités qui, je sais pas, pour ce problème précis, rentrent dans le même sens. Mais si on pèse le pour et le contre, c'est pas la même chose. Donc, c'est techniquement très difficile et on se retrouve dans une spirale. Et donc,
Je suis Mm. plus ou moins d'accord avec ce commentaire. Alors, Olga, justement, quel est votre avis là-dessus? Est-ce que finalement, on dit que l'intelligence artificielle, c'est apprendre de l'humain, en fait, mais finalement, on a cette impression qu'ils sont en train de façonner une sorte de, enfin, en train de façonner notre pensée. Est-ce que c'est un danger selon vous? C'est une très bonne question, très bonne remarque. Moi, je trouve que, comme dans toutes les choses dans la vie, et la mesure, c'est très important. Donc, vous savez, si vous aimez le sucre, si vous en mangez une cuillère, rien ne va se passer. Si vous en mangez 3 kilogrammes par jour, on peut mourir. C'est pareil avec l'intelligence artificielle. Si on utilise, si on prend soin, ça peut apporter des choses très bénéfiques. Mais si on laisse aller, si on ne contrôle pas, si ça tombe dans des mauvaises mains, alors là, les conséquences peuvent être assez difficiles, voire dangereuses. Imaginez les robots qui sont développés pour soulager, par exemple, le travail des docteurs, comme c'est utilisé en Japon. Vous savez, il y a des docteurs qui travaillent comme les aides sanitaires, qui aident à soulever les malades. Imaginez ces robots, si vous allez les programmer d'une façon différente, ça pourrait être les soldats de guerre. Donc, je trouve que oui, il faut être très à l'écoute et il faut être très attentif à ce qui se passe. Alors, quel est votre avis sur ce qu'on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que chacun a sa façon de penser et que c'est comme un îlot, on est chacun isolé dans son coin. Est-ce que c'est un phénomène qui va se développer, d'accentuer dans l'avenir? C'est probable, mais vous savez, moi j'ai grandi à l'époque où il n'y avait pas d'Internet. Donc moi j'ai ma façon de penser qui ne va pas être tellement influencée par Internet. Je ne vais jamais oublier mes amis, je ne vais jamais penser ce que Google me propose de penser, vous savez. Et donc le cercle de connaissances pense de la même de la même façon et j'essaie de parler autour de moi et d'éduquer mes enfants de la façon qu'ils pensent par eux-mêmes. Donc ça dépend beaucoup du milieu où vous êtes, ça dépend de votre éducation et s'il y a quelqu'un à côté de vous qui vous aide à trouver le nord. Et si vous avez un bébé, donc lui, il va agrandir dans cet environnement voilà, d'Internet et tout. Quel est votre avis là-dessus? Est-ce que cette génération va être justement un peu façonnée par Internet et l'intelligence artificielle? Du coup, je m'inquiète pas pour aujourd'hui, mais c'est vrai, à long terme, c'est inquiétant, je rigole. Moi, je trouve, comme au début, la logique des big data, surtout quand c'est appliqué en vidéo, en contenu, quand c'est contenu dans des applications, c'était une très bonne motivation de diviser les contenus en fonction des groupes, en fonction des âges. Mais le problème, c'est que c'est vrai que il y a un phénomène on peut trouver, c'est surtout les commentaires sous les contenus ou sous les vidéos. C'est très radicaux. Enfin, je peux trouver juste une vidéo tout bête, ce qui se passe à l'étranger, en Chine. Tu vois deux camps très clairs. Tu as l'impression que c'est un qui a oui, il a raison, et l'autre qui a non, il dit n'importe quoi parce que c'est sa faute. Et c'est vraiment très, très radicaux. Moi, je trouve ça quand c'est un peu comme Olka et Olivier ont dit. C'est grave et c'est de plus en plus grave quand on vit de plus en plus avec Internet et Big Data. Moi, j'ai l'impression que, même personnellement, j'ai vécu ça. Quand il y a des choses qui sont loin et qui sont pas vraiment très présentes, mais quand tu lis beaucoup sur l'application, sur dans les vidéos, tu as l'impression qu'ils sont très très présents, très partout. Et c'est inquiétant pour moi. Tous ces algorithmes, c'est pas mauvais, c'est important. Comme tout le monde a dit, c'est bien pour beaucoup de choses. Même pour les contenus, c'est bien. Mais c'est plutôt la logique derrière. On fait quoi? Des fois, quand je regarde des applications, moi, je trouve les contenus m'intéressent pas trop. Je sais que je suis un peu addicted par l'application. Après, je vois pas, je trouve pas intéressant tous ces contenus. Moi, j'ai l'impression que ça fait gaspillage du temps et j'ai passe 10 minutes vraiment nul. Et est-ce qu'on ne peut pas proposer à long terme, il y a les entreprises qui gagnent l'argent, un peu comme le forfait des vidéos, le forfait des séries. On paye pour avoir beaucoup de contenu intéressant. Et du coup, moi, je me sens bien et du coup, je paye. Comme ça, ils attirent pas mon attention pour rien, pour gaspiller mon temps. Et en plus, si vous donnez de l'argent, vous allez faire un peu d'attention et il faut pas. Oui,
trop Ouais. d'argent. Alors, je pense que tu as mentionné un point intéressant, c'est-à-dire que pour avoir des informations aujourd'hui, surtout les informations sont loin, puisque vous êtes journaliste, Nicolas, quand les informations sont loin, on a l'impression qu'on est vraiment aux mains des matières premières réelles, mais en fait, c'est pas évident du tout si vous essayez de vraiment regarder ce qui se passe réellement sur Internet. Bah oui, on peut par exemple aller à l'extrême et voir qu'il y a des gens qui peuvent se radicaliser hein, avec Internet en regardant des vidéos qui sont toujours, qui vont vraiment dans le même sens. Il y a pas de vision contraire. Ils sont confortés dans leur pensée, dans leur vision et ils se radicalisent de plus en plus. Il y a vraiment des gens qui peuvent tomber dans ce piège et ne plus être capables de discuter avec l'autre camp ou des gens qui ont des pensées opposées parce qu'ils sont Est-ce que, vraiment est-ce que vous dans, pensez que c'est une des raisons qu'aujourd'hui on trouve de plus en plus de conflictualité dans la société? Je pense que Internet, en fait, c'est une fausse discussion. On n'a pas vraiment une discussion. Si on se rencontre physiquement, on se parle, il y aura beaucoup de choses qui peuvent passer, des émotions, on pourra se comprendre peut-être plus facilement. Alors que si on communique seulement par écrit, les propos peuvent être très mal interprétés parce qu'il n'y a pas d'émotion dans ce qui est transmis, en fait. C'est-à-dire qu'on peut interpréter le même message d'une manière agressive ou d'une manière plutôt pacifique et agréable. Donc ça m'est arrivé moi-même personnellement de discuter de certaines choses avec par exemple ma compagne, où j'ai pris son message de manière agressive parce que j'étais moi-même dans une pensée un peu dans une pensée où j'étais un peu sur la défensive. C'est un peu difficile de communiquer seulement à travers des messages écrits et que ça peut engendrer des propos de plus en plus agressifs et je l'ai constaté dans beaucoup de forums d'actualité même. Et Peng Hui. Oui, je suis d'accord. Ça pose le problème de communication, puisque les recommandations deviennent de plus en plus spécialisées. Donc, ce phénomène de polarisation nous amène à ne recevoir que ce qui nous renforce dans nos goûts et opinions. Ça nous enferme ainsi dans un univers où nous sommes de moins en moins confrontés à l'altérité et aux points de vue divergents. Donc, c'est une sorte d'hyper-individualisation. Et Jonan, quel est votre avis là-dessus? Oui, je trouve il y a une vie exagérée à travers l'Internet. Et surtout, par exemple, moi, je m'intéresse beaucoup à la mode et la beauté. Donc, à chaque fois, j'ouvre l'appli, ne me recommande que des jolies filles. Et à force de regarder la téléphone, je pensais que c'est découvre les produits toujours. cosmétiques. Je pensais que ça doit être des produits cosmétiques, non? Mais les produits cosmétiques sont présentés par des jolies filles. Et Ah, donc, ok. finalement, chaque jour, j'ouvre mon appli, je découvre toujours de plus belles filles qui sont plus charmantes, qui sont plus belles, qui sont plus riches et plus heureuses. Et donc, à force de regarder la téléphone, tous les jours, je me Ça, trouve un peu plus ça me nulle. dépresse. Ouais, ça Ouais. me dépresse. Et en fait, c'est un sentiment partagé par beaucoup d'internautes en Chine et dans le monde. On l'appelle l'inquiétude concernant son apparence. Et donc maintenant, je me trouve un peu perturbée par ce phénomène-là. Et en fait, j'ai voulu apprendre les astuces de la beauté, mais je finis par détruire mon estime de soi. Alors, je voudrais revenir sur ce que mentionnait Thieu tout à l'heure, c'est-à-dire les mesures possibles, c'est-à-dire que lui, il a mentionné cette possibilité de faire payer les utilisateurs pour les contenus. Donc, est-ce qu'il y a, quels sont sur l'aspect pratique des choses qu'on peut faire, qui peut être éventuellement mis en place pour, je pense, pour mieux encadrer cet aspect Internet? Moi, je dirais qu'on peut tout faire si c'est justifié de côté business. Si vous avez un bon business plan qui explique qui doit être fait, pourquoi et combien de millions d'euros vous allez gagner avec ça, tout est possible. Après, la proposition de faire des propositions de contenu payable, là, pareil, on tombe dans le piège des contenus proposés qui va être basé bien sûr sur l'historique de votre navigation et donc finalement on retombe au même. Ça risque de vous exposer encore plus que vous n'étiez avant. Ah, ok. Olivier, quel est votre avis là-dessus?
par exemple, je suis un rechercheur, et je pense que la plupart des internautes, certains, ont déjà une famille. Je pense qu'il faut avoir une politique relative aux réseaux sociaux ou aux médias, une politique qui est propre. Ça veut dire, vous contrôlez le contenu. Si vous avez des enfants, vous contrôlez le contenu dans une certaine mesure, parce que s'ils sont à la maison, vous pouvez contrôler. Mais en dernier lieu, en tant que chercheur, je pense qu'il faut faire des recherches. Là, je parle d'un point de vue étudiant ou d'un rechercheur. Faire des recherches, c'est-à-dire les informations produites par Internet peuvent être des données. Ce n'est pas de produits finis, c'est une donnée, mais il faut faire des recherches. Il faut faire des recherches poussées. Le point de vue, c'est-à-dire pour être objectif, c'est les recherches, c'est les conclusions tirées par soi-même et pas les conclusions après avoir lu des commentaires. Comme l'autre l'a dit, il y a deux camps et les commentaires sont souvent radicaux. Nous avons des usurpateurs de comptes. Alors, et vous qui n'avez pas, par exemple, des informations, des sources sûres, vous allez vous y accrocher, vous allez vous baser sur ces. Donc, des recherches poussées. Et bien entendu, on ne peut pas se passer du big data parce que voilà. Donc, c'est juste des outils, mais des recherches poussées par soi-même pour pouvoir avoir une Avoir idée. des opinions différentes, ouais. Voilà. En voilà. fait, il faut toujours avoir des pieds sur terre. Tout à J'ai fait. bien compris. Tout à fait. Et Penghui, quel est votre avis là-dessus? Oui, je suis d'accord avec Olivier. Il faut mettre en place la politique ou la loi pour la limite des algorithmes. Alors, pour nous, les utilisateurs, il faut développer un œil ou un regard critique sur les algorithmes. Alors, il faut nous réfléchir nous-mêmes et pour obtenir ce que nous voulons, il faut essayer quelque chose de différent. Il faut être raisonnable. Ouais, voilà. Et Jonan, Je pense simplement que maintenant, c'est à nous qui est responsable pour notre propre vie. Donc, il faut être vraiment conscient de ce phénomène et de ses effets secondaires. Par exemple, pour moi, je pense que c'est d'abord je mets trop d'attention sur le physique et ça entraîne une perte de confiance en soi et une perte de temps. Et maintenant, je me suis dit, je peux regarder ces vidéos car la mode me passionne, mais dans la limite de, comme vous le dites, raisonnable. Et il faut savoir qu'il y a des filtres et il s'agit de l'algorithme, donc c'est une vie exagérée, c'est pas la vraie vie. Donc, maintenant, je paie plus d'attention à la vie réelle et de passer du temps avec mes amis, la famille et de faire plus de choses qui sont vraiment importantes pour ma vie réelle. Ok, Nicolas, je vais te poser encore une question. Tout à l'heure, on a parlé de cette génération qui grandit avec l'Internet. Donc, quel est votre avis là-dessus? Alors, c'est vrai que c'est très inquiétant d'un côté parce que c'est vraiment très addictif, hein. Moi, j'ai mon fils, donc il a 8 ans et demi. Et déjà, il utilise souvent Douyin, donc le TikTok chinois. Et du coup, il peut passer comme ça des heures et des heures à regarder les vidéos, donc un peu comme nous. Sauf que lui, il n'a pas le recul nécessaire. Il n'a pas notre expérience de vie. Donc c'est vrai que pour cette génération qui va être vraiment qui est en contact avec cette facilité de tomber sur des vidéos en ligne, ça va être difficile pour eux de s'en passer, de retourner dans la vie réelle et de trouver de l'intérêt pour des choses simples. Et comme à nous aussi, de faire attention à ce qu'on poste aussi sur les réseaux sociaux, parce que pour rebondir un peu sur les questions qui ont été posées avant, c'est vrai que les sociétés ont un pouvoir sur nous si on est, en fait, on le donne ce pouvoir, on poste, on donne nos informations personnelles à ces sociétés qui vont les utiliser après. Donc c'est à nous aussi de contrôler les informations qu'on va donner, qu'on va livrer. Donc il faut vraiment, ça c'est vraiment une attention, très attention soi-même à ne pas poster n'importe quoi qui pourrait nous porter préjudice à plus long terme, même par exemple créer des problèmes avec notre travail. Alors, je vous remercie tout le monde d'avoir participé à notre discussion. Merci. 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 Et je vous remercie d'avoir suivi notre émission. À la prochaine.